Bonsoir, Divan Bellingham. Bonsoir, Curtis Kak. Tu es un vieux supporter du PSG. Comment est-ce que tu as vécu votre victoire? Un vieux supporter de l'époque QSI. De l'époque QSI, QSI, c'est-à-dire. Qatar Sport Investment. Ok. Ah, de l'époque de Nasser. Je crois que c'est Nasser qui vient avec le. Bref, le Qatar Sport Investment vient avec Nasser. Disons que je préfère ne pas me prévaloir d'un passé que je n'ai pas connu. Ouais, je pense que j'ai l'honnêteté de reconnaître que je supporte le PSG depuis l'arrivée de QSI. Bon, c'est en ligne aussi avec mon âge. Donc, ok, si c'est ce PSG-là, oui, je suis un vieux supporter. Ok, donc le QSI est là depuis quand? 2011. Avec Zlatan, c'est la génération. Zlatan est de la première génération là, du QSI. C'est le Mhm. joueur fort Oui. que les Qataris apportent dans l'équipe. Mhm. Ok, La première génération, elle est Zlatan, Thiago Silva, Pastore, surtout. voilà, Pastore. Et comment tu as vécu donc votre victoire? Bref, je crois que Euh, Comme un soulagement. Un soulagement parce que j'estime qu'en tant que supporter parisien, on a beaucoup souffert quand même. Mais pour dire vrai, le jour où j'ai regardé le match, bon, déjà je suis quelqu'un d'assez calme et posé généralement, mais je n'ai pas fait de vagues particulières. J'ai bien vécu, j'étais content, mais étant donné tous les traumatismes passés, il fallait quand même doser, tu vois. Mais j'étais très content et soulagé parce que on l'a mérité, en tout cas. On peut être fier de nous. tu penses que actuellement Paris est la meilleure équipe du monde. Du monde, en tout cas, Oui, c'est le la meilleur meilleure. club. En tout cas, c'est la meilleure équipe d'Europe. Ça, c'est sûr, c'est factuel. Bon, Maintenant, est-ce que la meilleure équipe d'Europe n'est pas la meilleure équipe du monde alors? je pense qu'actuellement, il y a une compétition qui se joue et qui, de par ce qu'elle représente, devrait apporter une réponse à cette question. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Si le PSG a gagné, bon, on pourra en discuter. Mais pour répondre à la question de mon point de vue personnel, je pense que c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute. Après, je me suis parfois demandé à quoi devait ressembler la finale si le Barcelone était en finale. Moi, je suis pas de ceux qui disent que le Barcelone allait gagner, mais je me dis le score pouvait être un truc comme 5-4, 4-3. Je ne vois pas ça quand même terminer de cette manière-là. 5-0 en finale. Toi, est-ce que toi, tu as trouvé le match beau? Bon, en tant que supporter, certainement, tu étais fier. Euh, je vais commencer par te poser, te renvoyer la question. Est-ce qu'avant le match, tu aurais pensé que Paris allait battre l'Inter 5-0? Avant le match, j'aurais pensé que Paris allait battre l'Inter. Maintenant, 5-0. La vérité, c'est que n'importe quelle équipe au monde, je n'allais penser allait avoir une victoire avec une marge de 5-0 ou une défaite avec une marge de 5-0. Voilà. Donc, de toute façon, on ne sait pas ce qui se serait passé avec le Barça. Ouais, on ne sait pas. D'autant plus que même la confrontation en demi-finale Inter avec contre le Barça, en fait, la façon dont le score a été serré, est-ce que c'était aussi prévisible à l'avance? Ce n'était pas prévisible, mais il y a quand même une chose. Surtout le fait que l'Inter encaisse quand même 4 buts. Exactement, je crois que c'est 8 buts en 2 matchs. Quelque Voilà, chose comme sur ça. les deux matchs. Une Après, équipe qu'on vantait comme une équipe ayant une défense de fer et tout et tout. ouais, Ça même, exact. ce n'était pas prévisible. En fait, le Quand, football, le quand football je a me son lot de dis qu'il y a surprises. son côté prévisible quand même, c'est que on connaît les qualités de chaque équipe. Donc, le Barça, c'est une équipe offensive. En tout cas, cette saison-ci, ça a été une équipe offensive. Paris a aussi été une équipe offensive. Maintenant, Paris était défensivement meilleur que le Barça. Ce qui fait qu'on peut se dire, on peut imaginer, même comme ça ne sert à rien, mais quand même, oh, peut-être qu'on aurait eu un 5-4, on aurait eu un 4-5, je sais pas. Mais bon, le 5-0 avec le Barça que je vois, le Barça cette saison n'a pas montré qu'ils sont une équipe qui ne réagit pas. Ils ont montré qu'ils sont une équipe qui réagit, même quand ils perdent. C'est quand même une équipe qui réagit. Donc bon, je pense pas que le score aurait été vierge du côté du PSG. Mais comme tu as dit, nous sommes actuellement en période de Coupe du Monde des clubs et Canal Plus ne diffuse pas. La Canal Plus ne diffuse ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde des clubs. Donc, est-ce que toi tu sais comment ça se passe avec les droits TV? Qui donne les droits? Est-ce que c'est les clubs? Est-ce que c'est la FIFA? Est-ce que c'est l'UEFA? Je ne maîtrise pas forcément le sujet, mais je pense que c'est délimité dans les zones géographiques. Certains disent que Canal diffuse en France, il ne diffuse pas en Afrique, c'est de la négligence. Non, c'est pas de la négligence. Ils ont les droits en France, ils n'ont pas forcément les droits en Afrique. Les droits en Afrique, si je ne me trompe pas, je crois que ça avait déjà commencé avec l'euro. Super Sport.
Oui, super. Bon, Super Sport, eux, j'ai l'impression qu'ils ont les droits universels. Eux, ils diffusent toujours toutes les compétitions. Donc, vraiment, c'est un cas à part. Mais je pense que même déjà à la Coupe du Monde 2022, c'est New World Sport, si je ne me trompe pas, qui diffusait la Coupe du Monde. Donc, je ne pense pas que Canal Plus fait exprès de ne pas vouloir diffuser la Ligue des Champions. Parce que je pense quand même que l'Afrique noire, en tout cas francophone, est l'un de leurs plus grands marchés. Et peut-être le plus grand marché qu'ils ont. La Côte d'Ivoire est, si je ne me trompe pas, le deuxième pays avec le plus d'abonnés Canal+, après la Pologne, si je ne me trompe pas. Ça reste à vérifier. Donc c'est pour dire que je ne pense pas qu'ils font exprès. Ils savent que ça ne satisfait pas leurs clients, donc ils trouveront forcément des moyens de régler la situation. Mais après, il faut aussi avouer qu'ils bénéficient du fait qu'ils ont quasiment le monopole dans notre zone en Afrique francophone. Ouais, je pense que c'est justement pour ça que les gens étaient agacés. Les gens ne comprennent pas ça forcément. Mais bon, plusieurs personnes maintenant, en tout cas comparé au moment où j'étais petit, ont les bouquets Canal. Donc il y a très peu de gens maintenant qui restent avec le câble. Maintenant, dans le bouquet Canal que tu attends tes matchs de Champions League ou tes matchs de Coupe du Monde et tu ne vois pas ça. C'est normal aussi que les gens ne soient pas contents. Non, c'est normal, vu que c'était le cas avant, et ça s'est arrêté subitement. Donc c'est normal que les gens ne soient pas contents. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais bon, j'ose croire que Canal+ va s'atteler à la prochaine date de négociation des droits TV pour diffuser l'intégralité de la compétition à leurs clients en Afrique francophone. Pour l'instant, bon, que chacun fasse l'effort de débourser 5 000 francs de plus pour avoir les chaînes DSTV, Super Sport en particulier. Mais quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a vu la prolifération. En tout cas, je crois que Canal+ ne diffuse plus la Champions League depuis 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas exactement. Non, c'est depuis la saison qui vient de terminer. Là. Oh, cette saison-ci. Oui. Ok. Qui ne diffuse plus intégralement. Intégralement. Ouais. Donc, il diffusait des... Ok, la saison 2023-2024, il diffusait certains matchs, mais pas tous les matchs. Non, il diffusait tous les matchs. Il diffusait tous les matchs. C'est à partir de la saison 2024-2025 qu'il diffusait un match à chaque fois. D'accord. Un match par semaine. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une prolifération des liens. Il y a une prolifération des liens sur les réseaux sociaux. Voici le lien Twitter du match, voici le lien Telegram du match, voici tel... il y avait des applications là qui naissaient par-ci par-là qui diffusaient les matchs. Bon, la prolifération des liens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les liens qu'on utilise pour suivre des matchs de manière illégale, parce que c'est illégal, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille problématique pour les diffuseurs télé. D'ailleurs, c'est même souvent le cas aussi dans le cinéma. La production des films et des séries, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense que, est-ce que c'est vraiment un problème dans notre contexte? Je vais surtout parler du Cameroun, où nous savons, parce que les liens là, ils permettent de suivre les matchs par Internet, n'est-ce pas? Donc, connaissant la qualité qu'on a dans notre pays au niveau de la connexion Internet, est-ce que c'est vraiment évident pour tout le monde d'utiliser un lien pour suivre un match dans son intégralité, sans qu'il n'y ait de coupure, sans que l'instabilité du réseau l'empêche de suivre sereinement le match? Non, je ne suis pas sûr. Je dis ça pourquoi? C'est pour montrer qu'en réalité, tant que les programmes que les gens veulent voir sont diffusés à la télé, ils privilégieront toujours la télé. Toujours. Dans notre contexte, je dis bien. Oui, c'est Maintenant, vrai. dans les pays où la connexion Internet est beaucoup plus stable et de meilleure qualité, c'est sûr que là, les gens peuvent faire un arbitrage à peu près à part égale, parce que là, il peut suivre son truc par Internet, il peut suivre des vidéos, le match, des vidéos en streaming, il peut suivre à la télé. C'est la même chose au final. Mais chez nous, je pense que de toute façon, les diffuseurs ne doivent même pas vraiment s'inquiéter pour ça dans notre espace. Oui, mais ça m'a mené à penser, comme tu as dit, les liens là, ce n'est pas légal et parfois c'est censuré en Occident. Il y a un phénomène sur X. Je sais que tu es un grand utilisateur de X, anciennement Twitter. Un grand utilisateur en sourdine, Voilà, un observateur. en mode, on dit souvent quoi, sous-marin. En mode sous-marin. Contrairement à des stars comme vous autres. Non, je ne sais pas si tu parles de moi. Hein. Oh, tu es très connu. Hein. Avec 100 abonnés, dis donc. Bref.
Parfois, tu regardes une vidéo sur X ou sur Twitter, j'arrive pas à me décider. Bon, j'ai pas de problème à dire X. Mais à l'époque, quand c'était Twitter, on disait les tweetos. Les utilisateurs de Twitter, c'était les tweetos. Mais maintenant que c'est X, bon, il n'y a pas de nom. Toi, je sais pas. Je sais pas, les XR ou les XRs. Mais il y a parfois, tu regardes une vidéo, on te dit, cette vidéo n'est pas disponible dans votre région. Je sais pas si tu as vu des choses comme ça. Ouais. Comment est-ce que ça fonctionne? Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec les liens là. Parfois, nous, on a accès aux liens ici en Afrique. Et eux, ils n'ont pas accès à ça là-bas. En fait, il y a sur Internet, il y a des contenus qui sont géorestreints. Ça veut dire qu'ils sont limités à certains espaces géographiques. Par exemple, je crois que sur X, dont tu parlais, les vidéos qui sont diffusées par le compte officiel de Beansport, par exemple, Beansport France, tu ne peux pas les regarder, tu ne peux pas les voir étant au Cameroun. Parce que c'est restreint à la France ou à l'Europe, si on veut. Donc, ce sont des politiques, ils ont des accords et parfois des réglementations qui les obligent à faire ça. Mais c'est comme ça. Sur le plan technique, ça se fait avec des outils comme des proxys. Et puis, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour établir ces restrictions, ces restrictions-là. Les proxys, c'est quoi? C'est quoi les proxys? Bon, en gros, un proxy, c'est un système qui permet de contrôler l'accès à un réseau. Ok. De contrôler l'accès à un réseau avec ce qu'on appelle des ACL, des listes de contrôle d'accès. Voilà, donc, en fait, c'est juste pour déterminer qui peut accéder à telle information, qui peut se connecter au réseau, qui peut accéder à ceci, qui peut accéder à cela. C'est très utilisé. Je pense que même nos opérateurs téléphoniques les utilisent, même dans les entreprises. Par exemple, pour les gens qui ont déjà été dans des entreprises, parfois, tu pouvez vous rendre que quand tu utilises un ordinateur qui est connecté au réseau de l'entreprise, tu peux, par exemple, ne pas pouvoir accéder à Facebook ou à YouTube. Pourtant, sur Internet, sur la connexion Internet, mais certains sites sont bloqués. Grâce à quoi? C'est les proxys qu'on utilise pour cela. Il y a plusieurs types de proxys, Squid et autres. Donc, en fait, c'est ça. Le proxy, en fait, il vient se mettre entre eux, pour essayer de schématiser, il vient se placer entre toi, l'utilisateur, et Internet. Lui se place au milieu, c'est lui qui fait la liaison. Et maintenant, il a une liste de contrôle d'accès qui définissent les règles. Si, par exemple, on lui a dit qu'aucune machine ne peut accéder au site youtube.com, tu n'auras pas accès au site youtube.com. Maintenant, on peut venir faire des précisions et autres. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, donc là, ça concerne déjà le réseau. Ouais. Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec la cybersécurité déjà ou non? Non, c'est pas de la cybersécurité là. Ça n'a pas. Je pense pas que c'est un lien avec la cybersécurité. Ce sont des restrictions en fonction des accords et des réglementations. Mais, donc parfois je vois, en ce qui concerne déjà les liens, mais parfois en ce qui concerne les applications aussi. Donc une application n'est pas disponible ou peut-être dans notre région ici, pour avoir telle application, il faut payer ou ce n'est même pas disponible du tout. Et donc les gens utilisent des VPN. Et je ne sais pas si j'ai une bonne compréhension du VPN, mais j'ai l'impression que le VPN, c'est quelque chose comme ça. Donc, il y a une application, je ne peux pas utiliser ça au Cameroun. Donc, je prends un VPN qui donne l'impression que je suis en Chine, où j'ai le droit d'utiliser ça. Je ne sais pas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est un outil qu'on utilise pour contourner certaines privations, certaines restrictions. Mais il ne sert pas qu'à ça. Le VPN permet de contourner, comme je dis, des restrictions, parfois sur des plans géographiques. Il permet aussi de sécuriser des données, parce qu'il permet le chiffrement de données entre un point A et un point B. Donc, mais pour revenir sur ce qui nous intéresse au niveau des restrictions, oui, en fait, le VPN crée un tunnel entre l'utilisateur et le serveur VPN lui-même. Donc, si par exemple, il y a un site qui est restreint à l'espace français, l'espace géographique français, et que, étant au Cameroun, je ne peux pas y accéder vu que je ne suis pas en France. Oui. Donc maintenant, je vais utiliser un VPN. Un VPN qui peut-être lui est en France, tu vois, un serveur qui est logé en France. Donc lui, son adresse, c'est une adresse IP enregistrée en France. Donc maintenant, quand je vais me connecter à lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va masquer mon adresse IP, l'adresse IP de mon appareil, pour faire croire au réseau que je ne suis pas au Cameroun, mais que je suis en France. Ok. C'est ça, en fait, le fonctionnement d'un VPN à ce niveau-là. Mais puisqu'il le fait, c'est légal ou c'est illégal? À ce niveau-là, ce n'est pas légal. Vu que le contenu est géo-restreint.
Bon, ça m'embrouille un peu, pourquoi? Parce que parfois, je vois même des personnes respectables qui font les publicités et notamment le VPN le plus populaire, en tout cas, j'ai l'impression, c'est NordVPN. NordVPN, mais sauf que j'ai parlé tout à l'heure des utilisations et des bénéfices d'un VPN. Les publications, les publicités même qu'on fait à la télé sur les VPN, dont NordVPN dont tu parles, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est pas le fait de contourner des règles. Exactement. Ce qu'on met en avant, c'est le fait, par exemple, de protéger votre réseau en cryptant vos données. Le VPN vous sert à ça, au niveau de la sécurité. C'est ça qu'on met surtout en avant quand on Donc, fait quand une quand on publicité. parle de crypter, là, quand on parle de crypter, crypter peut être crypté dans la tête de quelqu'un qui entend. Parce que moi, dans ma tête, actuellement, c'est crypté. Crypter signifie quoi exactement? Codé. Coder, donc. Mes données, prenons les données comme les photos. Ça fait partie des données. Donc, le VPN fait quoi? Il empêche à un pirate d'avoir accès aux photos de mon compte iCloud. Des données sont, à la base, les données sont dans un langage. Disons qu'elles sont dans un langage qui est lisible, qui est compréhensible par tout le monde. Ok. Donc maintenant, si moi je veux te transmettre un message, disons que j'ai un message à te transmettre en français, je vais te dire bonjour, mais je veux pas que les gens sachent que je t'ai dit bonjour. J'envoie le message bonjour. Le VPN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer, donc il va transformer ce message-là au travers d'un code de chiffrement. Ça Ok. dépend, il y a plusieurs méthodes. Il va le transformer, il va l'encoder de façon à ce que si des gens réussissent à intercepter le message sur le chemin, ils ne pourront pas déchiffrer. Du moins, ce sera difficile, ce n'est pas impossible. Mais ce sera difficile pour les personnes qui n'ont pas une connaissance poussée de pouvoir décoder le message vu qu'il ne leur est pas destiné. Donc, quand il va arriver à ton niveau, le système de l'autre côté, lui, il a le code de chiffrement. Donc, lui, il va décoder maintenant le message et puis tu pourras le lire. Ok. Donc, simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, selon ton explication, les deux personnes n'ont pas besoin d'avoir le VPN. Une seule personne peut avoir le VPN, mais le message sera crypté d'une personne à Le l'autre. VPN fonctionne des deux côtés. Les deux sont connectés au serveur VPN. Ok. Donc, Donc, j'installe le VPN dans ma tablette. Mais toi, tu n'as pas installé de VPN dans ton iPhone. Donc, je t'envoie un message, mais le VPN réussit à faire son travail. Parce qu'on est dans le même réseau. Quand on parle dans ce cas d'utilisation, on parle d'un réseau privé. Ok. Donc, dans un réseau privé, vous êtes forcément connectés tous ensemble entre vous, vu que vous faites partie du même réseau. Donc, forcément, vous êtes tous connectés au VPN. Mais est-ce que ça signifie que le VPN protège les gens qui sont uniquement dans le même réseau? Il peut aussi protéger les gens qui sont dans des réseaux étendus. Quand je parle de même réseau, c'est particulièrement au niveau des LAN. Un LAN, c'est un réseau local, Local Area Network. Donc, par exemple, dans cette salle, on peut avoir un ordinateur, un téléphone et puis des appareils qui sont connectés ensemble au travers d'un switch ou d'un routeur. Ça forme un réseau local. Entre nous, maintenant, on peut utiliser un VPN pour sécuriser les données. C'est au choix. Si, par exemple, on a accès à Internet, on sait que Internet, c'est un réseau public. Donc, à partir du moment où nos données peuvent transiter par Internet, on a le choix de mettre un VPN pour sécuriser les données. Ok. Maintenant, les entreprises qui ont des succursales dans des espaces géographiques éloignés, par exemple, une entreprise qui a une représentation à Yaoundé, une représentation à Douala, elles ne sont plus dans le même réseau localement. Oui, c'est vrai. Il y a le réseau local de Yaoundé, il y a le réseau local de Douala. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va créer un tunnel sécurisé. Si je parle du VPN, c'est grâce au VPN qu'on va créer un tunnel sécurisé sur le réseau public qui est Internet. Mais ce réseau-là, lui, sera sécurisé avec des technologies, par exemple, comme IPsec, par exemple. Ce sont des technologies de VPN qui permettent de créer un tunnel sécurisé dans le réseau public Internet en chiffrant justement les données, comme j'ai dit, de façon à ce que seules les personnes qui sont connectées à ces réseaux locaux-là, qui sont ensemble, d'avoir accès. Mais comme j'ai dit, c'est un fonctionnement qui est logique. Toi, l'utilisateur, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est pas toi qui comprends. C'est vraiment dans l'espace logique des ordinateurs. Donc, pour donner une analogie, si je comprends bien, le VPN, c'est un peu comme si je veux transmettre un message d'ici à Douala, mais je sais qu'il n'y a pas forcément de sécurité en route. Donc, le VPN crée ma route à moi, avec ma protection à moi, pour que mon message arrive. Ok, dans ce cas, je comprends maintenant. Mais à ton avis, à quel point est-ce que nous, en tout cas nous particulièrement en Afrique, à quel point est-ce que nous sommes vulnérables
sur les réseaux ou même dans l'utilisation d'Internet, ou peut-être simplement l'utilisation de nos applications où il y a les comptes bancaires, etc. Tu penses que nous sommes plus vulnérables en Afrique, peut-être qu'en Occident? Je sais pas, quel est ton point de vue là-dessus? Plus vulnérable en Afrique qu'en Occident. Pas nécessairement, et c'est difficile pour moi de me prononcer parce que il y a beaucoup d'informations qu'il faudrait avoir. Mais de la petite expérience que j'ai eu à travailler dans quelques entreprises comme stagiaire et autres. Je pense que c'est plus vraiment un problème parce que la transformation numérique en Afrique est vraiment en bon train et elle avance bien. Mhm. Donc, moi, de quelques entreprises où j'ai été, il n'y a vraiment jamais eu de problème à ce niveau. Quand je dis problème, c'est la non-sécurisation du Mhm. système du réseau. Les réseaux sont toujours sécurisés avec différentes méthodes. On peut utiliser des pare-feux, des antivirus, des VPN et tout, plein de méthodes. Donc, je ne pense pas qu'on soit tant exposé que ça. J'ai même envie de dire, peut-être on est même moins exposé de Ok. par l'importance des structures qu'on a. Parce que il faut que tu sois une cible en fait pour que tu sois attaqué. Oui. Je pense pas qu'on a le même niveau d'attirance pour un hacker, un black hat hacker, qu'une entreprise comme, je sais pas moi, comme on voit souvent dans les films, la CIA, le FBI, le Pentagone et autres, tu Oui. vois. Je pense pas qu'au niveau de l'intérêt, c'est la même chose, c'est différent. Donc, Après, regarde un peu, j'ai entendu parler des hackers qui faisaient des choses comme ils prélevaient les 1 euro dans les comptes des gens et tout. Je sais pas si tu as entendu parler de ce genre d'histoire là. Mais je me dis, bon, puisque je sais pas si nous avons le awareness là, je sais pas, awareness, je sais pas comment on dit ça en français. Mais est-ce que peut-être ce n'est pas plus facile pour un hacker de se dire, au lieu de me concentrer en France où je suis, en Europe où je suis, où les gens ont les VPN, où les gens ont quand même toujours ce sentiment-là que bon, on peut me pirater à tout moment. Peut-être il faut que j'aille en Afrique, je prélève les 10 francs, les 100 francs ici. Peut-être les gens ne vont pas remarquer, peut-être ils vont dire, oh bon, MTN et Orange, ce sont des voleurs et tout, mais peut-être je peux me faire plus d'argent là-bas qu'ici. Donc j'essaye de penser comme le méchant, en fait. Toi, tu te dis pas que peut-être c'est un bon marché ici. bon, je sais pas si tu me vois dans une carrière de voleur en ligne, mais en fait, je peux pas vraiment me mettre à sa place. Ça dépend de lui, tu vois. Ça dépend de lui. Et puis, ça dépend aussi du niveau. Parce que je me dis, quelqu'un qui réussit déjà à attaquer de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il va venir ici? Peut-être parce que tu seras plus en Et, sécurité. mais Attends, je te donne un exemple. je précise que j'ai pas dit que en Afrique on n'est pas attaqué. Hein. Je parle principalement Oui, du oui, Cameroun. oui, C'est ce que oui, je dis je pas qu'il n'y a pas comprends. d'attaque. Il y en a même beaucoup. Donc je précise juste ça parce qu'il faut pas qu'on dise après que je dis qu'il n'y a pas de cyberattaque au Cameroun. Non, j'ai pas dit ça. Donc, je connais, bon, je le connais pas personnellement. On m'a parlé d'un monsieur qui était habitué à faire les téléchargements comme on fait ici sur C'est pas bien, sur Torrent 9. Et le voici, il arrive aux States, il fait aussi les téléchargements là. Et voilà la police qui est là, devant sa porte. Il dit, oh, mais oui, le problème, quand j'étais, on lui dit, non, monsieur, vous n'êtes pas en Afrique ici. Parce qu'il était habitué à faire les téléchargements. Mais à peine il commence son téléchargement, la police est déjà là. Tu vois, donc, je me dis, est-ce qu'il y a, quand tu parlais de l'intérêt, quel est l'intérêt à le faire ici? Il y a quand même cet intérêt si je me dis, peut-être que c'est pas, peut-être que la cybercriminalité n'est pas tant évoluée ici. Donc, si tu t'hasardes à le faire là-bas, peut-être tu auras plus de problèmes avec la justice que si tu le fais ici. Peut-être même qu'on ne va pas remarquer du tout. Moi, je sais pas. Mais Moi, je sais pas. moi je pense qu'ils s'en foutent. Tu as bien dit que dans ton exemple, lui il le faisait ici. Oui. Il n'y avait pas de problème. Tu penses vraiment qu'ils n'étaient pas au courant que ça se faisait là-bas? Ils sont au courant, mais ça se fait en Afrique. Ça ne leur fait pas grand-chose. Il y a plein de choses qu'on fait ici comme ça, illégalement. On utilise uTorrent, BitTorrent, tout ça, on fait des téléchargements qui sont... Ça dérange qui? La suite Microsoft Office qu'on utilise, on a des codes, on craque, on fait des trucs et tout et tout. Est-ce qu'ils sont pas au courant? Ils sont, mais ça... Bon, quand tu dis il, tu parles de qui?
Plusieurs entreprises, déjà les propriétaires par exemple. Oui, Quand je prends l'exemple de la suite Microsoft, Microsoft eux-mêmes, ils ont un système d'information, ils ont forcément un service cybersécurité, si je peux dire ça comme ça. Donc ils sont forcément au courant, ils peuvent être au courant de ce genre de choses. Mais si juste que l'intérêt est minime, ils vont pas forcément s'y attarder. Bon, au Cameroun, moi personnellement, d'abord, nulle part, je ne sais pas comment ça fonctionne, la cyber, je ne sais pas s'il y a une cyberpolice. Donc, quand tu commets un délit, je ne sais pas qui est alerté au Cameroun quand tu commets un délit Je ne sais pas cybernétique. exactement, mais c'est pas une problématique que le Cameroun néglige, parce que je crois que ça a été intégré au début des années 2010 que c'est rentré. Oui, C'est c'est rentré vrai, dans la c'est loi. vrai, c'est entré dans Il la y a loi. eu une loi sur la cybercriminalité. Maintenant, qui contrôle vraiment ça, je ne saurais pas le dire, je ne vais pas dire de bêtises. Mais je pense que peut-être des entreprises comme l'Antique gèrent ce genre de choses, je pense. Ils ont forcément un rôle à jouer là-dedans. Parce que, bon, moi, j'ai jamais entendu dire on a arrêté un hacker ici au Cameroun. Je sais qu'on attrape les gens qui partagent les contenus. Après, tout le monde peut savoir qui a partagé un contenu pornographique. Il suffit de mener un peu d'enquête. On peut retracer et dire, ok, ça vient d'ici, ça vient de là. Donc, c'est pas quelque chose de tellement compliqué. Je respecte vraiment la police camerounaise, mais c'est pas le travail le plus compliqué. Mais j'ai jamais entendu, peut-être que c'est moi qui ne sais pas, mais j'ai jamais entendu qu'on a arrêté un hacker ici, on a arrêté un hacker là-bas. Bon, je parle pas des gars qui appellent au téléphone, ils te disent allô monsieur, vous avez gagné tel prix. Non, je parle pas de c'est surtout les scammers, c'est même pas les hackers. Est-ce qu'il y a des hackers ici? Peut-être qu'il n'y a pas de hackers aussi, c'est pour ça qu'on ne les arrête pas. Toi, tu sais s'il y en a. Il y en a. Maintenant, pourquoi on ne les arrête pas? Peut-être parce que ils n'ont pas accès à des systèmes qui sont d'une importance capitale. Oui, ça se tient Parce que peut-être. si un hacker s'attaque juste, je sais pas moi, à une petite entreprise qui ne représente pas grand-chose sur le marché économique, ça va déranger qui? À ce moment-là, ça ne relève que de l'intérêt de l'entreprise elle-même. Pourquoi est-ce que, si on parle maintenant au niveau étatique, l'État va forcément déployer des moyens lourds à ce niveau-là? Une fois de plus, je ne dis pas que l'État ne le fait pas. Je ne maîtrise pas vraiment ce sujet-là. Mais je pense que si il y avait des données ou des systèmes vraiment importants, disons par exemple le réseau de la présidence, du MINDEF, Ouais, si cela était attaqué, ça se saurait et les mesures seraient prises. Alors, maintenant, il y a un autre point, peut-être ça se fait et que c'est vraiment géré dans l'anonymat. Oh, c'est justement ce que je Ou il voulais faudrait dire. donc maintenant, ce serait dans le lieu de féliciter encore le système camerounais, ça veut dire qu'il fonctionne très bien. Bah, pourquoi est-ce que ça veut dire qu'il fonctionne très bien? Mais ça voudrait dire qu'il fonctionne. Non, je dis si ça se fait dans l'anonymat et qu'ils réussissent à régler le problème, mais il faudrait les féliciter sans que ça ne fasse de bruit. Parce que il faut savoir qu'il y a aussi une question d'image. Ton entreprise peut être attaquée. Si par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise qui fait dans du service, qui vend des choses à des clients. Si vous êtes attaqué et que c'est géré en interne, sans que l'information ne fuite, au niveau de l'image, vous n'avez pas de souci. Mais si ça devient public, vos clients sont alertés. Et ça peut maintenant porter préjudice à votre image, altérer un peu la confiance qu'ils ont en vous. Tu vois. C'est pourquoi je dis, parfois ces choses-là se gèrent vraiment en douce, en catimini, comme on dit. Parce qu'à partir du moment où c'est public, les gens peuvent s'affoler. Donc, ça aussi, c'est pas à négliger cet aspect-là. Après, bon, je sais que il n'y a pas une école de hacking. Donc, le hacker, c'est quelqu'un comme toi qui a fait réseau. Pour être hacker, il faut avoir quelles compétences? Il faut savoir, il faut connaître peut-être un peu de réseau, un peu de programmation, un peu... Oui, à peu près tout ça, du réseau, oui. La programmation, oui, parce que tu peux avoir besoin de faire des codes bash. Tu sais, un virus, c'est un code. Ok. Un virus, c'est un code, c'est un programme. Comme l'application que tu as dans ton téléphone qui a été codée, un virus aussi, il est codé, c'est un programme comme ça. Donc, forcément, il faut des compétences en programmation. Maintenant, dans quel langage, ça dépend de ce qu'il veut faire, du système qu'il veut attaquer. Parce que quand tu vas attaquer un système Windows, c'est pas la même chose que si tu vas attaquer un système Linux. Tu vois, c'est pas le même type de système. Ou si tu vas attaquer un système Android, ou iOS, tu vois. Donc, mais ça dépend vraiment de la cible du hacker à ce moment-là.
Mais comme j'ai dit, ça demande beaucoup de compétences. Étant donné même que quand on vous forme en cybersécurité, parfois on vous forme d'abord comme des hackers. C'est-à-dire on vous apprend à pénétrer des réseaux. D'accord. Et maintenant, on vous donne les moyens de pouvoir protéger ce réseau-là. Donc en fait, les hackers, c'est des gens comme toi qui ont fait le réseau et qui ont basculé du côté obscur de la force. C'est ça? On peut dire ça comme ça. Bon, après, réseau, ma formation, moi je vais plutôt dire peut-être cybersécurité. Cybersécurité. Cybersécurité, réseau, mais vraiment du réseau poussé, hein, vraiment du réseau poussé. D'accord, mais ça signifie que toi, tu peux quand même déjà faire un certain type de hacking, comme tu as dit. Donc, je suis pas forcément... Je n'aurais pas la prétention de dire que je peux faire un certain niveau de hacking. Disons que je peux faire certaines petites choses. Je peux faire dire ça comme ça. Je peux faire certaines petites choses, mais bon, rien de mal. De toute façon, oui, mais normalement, tu dois être capable de faire certaines petites choses. Non, oui, mais regarde, il y a ce qu'on appelle les pen tests. Je ne sais pas si tu as entendu Non, parler j'ai de pen tests. Quand on fait l'audit de sécurité, par exemple, d'un système, le spécialiste en cybersécurité qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pen test. Pen test, c'est penetration test. Ok. Donc, il tente de pénétrer votre système. Oh, sauf que vous êtes au courant. Il ne vient pas le faire par derrière. Oui. Vous êtes au courant. Je veux que tu viennes auditer mon système pour savoir si c'est assez sécurisé. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter de pénétrer ton système. Donc, le hacker. Maintenant, si je réussis, je conclue que ton système n'est pas assez protégé. Et je mets les méthodes et tout ce qu'il faut faire en place pour que ton système soit protégé. Oui, c'est vrai que j'ai parfois entendu dire que les entreprises comme les Microsoft ou les Apple, etc., ce qu'ils font, je ne sais pas jusqu'où c'est vrai, mais ce qu'ils font souvent après avoir développé un système, c'est qu'ils payent littéralement des gens. En tout cas, certaines entreprises, venez hacker notre système. Oui. Oh, d'accord. Ça peut se faire, c'est une politique. Ça permet, et justement, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, c'est comme s'ils lançaient un appel d'offres. Oui. Un appel d'offres pour se faire violer, quoi. Je parle du système. Oui. Pour faire violer leur système. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant. Parce que lancer un appel d'offres comme ça de manière publique, ça peut faire appel à ceux qui sont même vraiment dans le noir, qui agissent vraiment dans l'obscurité. Oui. Tu vois. Parce que ceux qui agissent dans l'obscurité sont souvent les plus dangereux. Donc, je pense que si ceux-là s'attaquent à ton système, tu comprends que il y a vraiment une faille. Et si tu réussis à régler ce problème de façon à ce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à le pénétrer, tu peux être tranquille. Quoique, il n'y a jamais de sécurisation à 100%. Ça, il faut le savoir. D'accord. J'essaye de voir comment ça marche. Bon, revenons un peu à nous les personnes lambda. Comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on peut se protéger? L'une des choses qu'on déconseille souvent, c'est d'utiliser les Wi-Fi gratuits. En tout cas en Occident. En Afrique, on voit rarement les Wi-Fi gratuits. Mais je sais que, comme moi par exemple, quand j'étais à l'université de Yaoundé 1, près de la bibliothèque, en tout cas près de la bibliothèque, je ne sais pas si c'est la bibliothèque de l'école ou la bibliothèque de... Non, c'est la bibliothèque de l'école. Il y a un Wi-Fi gratuit là, à l'extérieur. Et parfois, on voit les élèves s'agglutiner. Donc, même ici déjà, à l'extérieur, quand le Wi-Fi était ouvert, parfois le Wi-Fi était ouvert et tout, et on voyait des gens là qui s'agroupent, qui se regroupent, je veux dire, pour se connecter au Wi-Fi. Mais il semble que ce ne soit pas conseillé. Donc, ce n'est pas conseillé parce que autant... En fait, pourquoi ce n'est pas conseillé? À cause de la facilité d'accès. Autant c'est facile pour vous d'accéder, autant ce sera facile pour un hacker d'accéder au réseau et de faire les dégâts qu'il veut. Donc, ce n'est pas nécessairement dangereux. Ce n'est pas dangereux si vous êtes convaincu que dans votre espace, il n'y a pas de personnes malveillantes. Toi, tu peux te connecter à un Wi-Fi gratuit. Un Wi-Fi Open Wi-Fi. Sincèrement, je ne le fais pas. À moins que ce soit quelqu'un qui me partage sa connexion. Ok. Après, parfois... Après, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend de... Je veux dire, à ce moment-là, je fais un peu d'arbitrage. Ça dépend de l'appareil. Si j'ai mon ordinateur, où je sais que j'ai des données qui sont peut-être des données d'entreprise, des choses qui sont importantes, je ne vais pas prendre le risque de me connecter à n'importe quel réseau. Parce que là, je vais pas seulement me mettre en danger moi, mais je vais mettre en danger une entreprise. Mais si, je ne sais pas, j'ai une machine avec pas grand-chose, c'est juste peut-être pour mes petites recherches et tout, bon, je ne cours aucun risque.
Du moins, j'estime que je ne cours aucun risque. Sinon, c'est un risque qui est minime. Je peux le contrôler parce que j'estime qu'il n'y a rien d'important là-dedans et que cet ordinateur-là, je ne le connecte pas à un réseau qui est privé. Tu vois. Bon, Donc, ça mais en dépend. général, c'est les téléphones quand même. C'est vrai que les données dans le téléphone, Il en va de même pour le téléphone. Qu'est-ce que tu as dans ton téléphone? Est-ce que tu estimes que tu ne peux pas prendre le risque que ce qui est dans ton téléphone soit attaqué? Et quand ton téléphone est pénétré, c'est absolument toutes tes données qui sont susceptibles d'être attaquées. Par exemple, tes conversations, tes mails, tes photos. Toutes ces données-là sont susceptibles d'être attaquées. Ou certains réseaux sont peut-être plus sécurisés que d'autres. Peut-être c'est plus difficile d'accéder à WhatsApp que d'accéder à la galerie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, je pense que en réalité, tout ce qui est dans ton téléphone est susceptible d'être attaqué. Mhm. Maintenant, après, ça dépend de ce que la personne cherche. Généralement, à moins que ce soit un amateur qui est en train de tester ses capacités, mais généralement, un vrai hacker, il sait ce qu'il cherche, Oui. Bah, c'est pas quelqu'un qui a le temps à perdre aussi. justement. Bon, c'est vrai que quand on était petit, on regardait souvent les films d'informaticiens, de hackers. Je pense même à quoi. Tu connais les films ou les séries célèbres de hackers, d'informaticiens, NCIS. Il y a un NCIS. Il y a une que Quelque j'avais chose vue, comme ça. c'était CSI, Cyber Expert, la suite des experts là. Oui. Mais vraiment côté cybercriminalité et autres. Oui, ça c'est une série que j'ai vue. Donc, bon, maintenant que tu es grand, comment est-ce que tu juges? Parce que, bon, quand on est petit, peut-être on voit juste des gars qui font comme ça. Et parfois, je sais que dans les films, il y a parfois de l'exagération. Il faut sortir ce côté cinématique là. C'est comme je lisais un peu sur la médecine. Sur la médecine, et je crois qu'il parlait des morts. Du moins, la différence quand les gens meurent dans les films et quand les gens meurent dans les séries. Donc, dans les séries, il y a il y a tous ces effets-là qu'on met et la machine qui bip tout le temps et tout. Il disait que bon, dans la vie, c'est pas toujours de cette manière-là. Et je lisais quelqu'un qui disait que le beeper là parfois ne fait même pas le bruit comme on dit, genre pip 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 et tout. Donc je me Non, dis, mais c'est pas toujours exactement. En fait, il faut pas prendre tout ce qu'on voit à la télé comme étant de la réalité oui. forcément. Non, parfois il y a un peu d'exagération. C'est le charme aussi du cinéma, tu vois. Bon, est-ce que Parfois il y a de l'exagération. Je vais te prendre un exemple. oui, Quelque chose que dis-moi. j'avais remarqué dans CSI Cyber Expert. Mhm. Tu vois ce qu'on appelle les adresses IP. Oui. Une adresse IP, elle a quatre éléments. Du moins, elle est composée de 4 octets. Hein. 4 octets qui ont de 8 bits chacun. Disons ça comme ça. Donc, une adresse IP, par exemple, 192.168.1.1. Ça, c'est une adresse IP que même à l'école, tout le monde connaît. Simple, tu vois. Mais tout le monde sait qu'une adresse IP, elle va forcément de 1 à 255. Tu vois, 255 c'est le maximum. C'est justement pourquoi on a créé les adresses IPv6. Parce que celle dont je te parle, on appelle l'adresse IPv4. Ok. Mais justement, le fait que chaque octet va de 1 à 255 maximum fait qu'il y a un nombre limité. Tu vois. Oui. Donc, au bout d'un moment, on sature. Et on est déjà en train de saturer. C'est pourquoi on a créé les adresses IPv6 qui sont constituées maintenant de manière, je crois, hexadécimale, avec des lettres et des chiffres. Et là-bas, je crois, c'est un peu plus d'octets. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on sait que universellement, une adresse IP, c'est de 1 à 255 maximum. Mais dans CSI Expert, parfois, tu voyais des trucs, tu vois, localisation de l'ordinateur qui a lancé le virus, tu vois l'adresse IP 355.405.10.650. Je dis, mince, attends, à moins qu'on nous ait montré ça à l'école, mais comment une adresse IP 405, comment est-ce qu'on dépasse 255? Donc, tu vois que parfois, il y a un peu d'exagération aussi. Donc, il faut juste être suffisamment averti pour savoir que ça peut être vrai et puis ça, c'est pas forcément vrai. Tu vois. Donc, Ok. Et donc, le prototype des hackers, c'est souvent des gens très peu sociables dans les films, qui restent chez eux, qui prennent du poids en mangeant du popcorn, ils passent le temps devant les machines, cherchant à craquer le le système. prototype des films. Hein. Oui, oui, c'est le prototype des films. Bon, dans la vraie vie, c'est aussi comme ça que les hackers sont, c'est des gens comme nous. Je pense que ça peut être n'importe qui.
Bon, parce que je crois que l'idée qu'on veut présenter, c'est que le hacking, c'est quelque chose de vraiment compliqué, où il faut vraiment t'appliquer. Et on sait que l'informatique, c'est quelque chose qui... L'informatique est très dynamique. Donc, rapidement, si tu ne fais pas des recherches en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux facilement être obsolète. Et je crois que l'idée qu'ils veulent montrer, c'est que le hacker, là, il est toujours aux aguets. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être quelqu'un de social. Parce que s'il commence à entrer dans la société et tout, il va perdre certaines notions. Il doit toujours être au top. Après, bon, est-ce que c'est juste dans les films qu'on le représente ou ça n'a pas de validité dans la vraie vie ou ça ne représente pas les hackers dans la vraie vie? Je n'ai jamais vu de hacker. Bon, Mais maintenant, comme tu as dit, c'est une représentation, oui. Justement. Et ce que tu as dit est important. Le côté dynamique de l'informatique qui demande vraiment beaucoup de recherche. De la recherche et de l'auto-évaluation, de la mise à jour permanente. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, le prototype du hacker gros, dans sa chambre, dans le noir, qui a peur des gens et tout. Oui, exactement. Bon, oui, il peut y en avoir, mais après, non, moi, je vais pas penser que tous les hackers sont comme ça. Non, pas forcément. Il y a des hackers qui sont dehors, qui agissent, qui se connectent à des réseaux. Il y a même des gens qui sont recrutés dans des entreprises dans l'intention de se connecter au réseau pour voler des données, voler des informations et autres. Est-ce que celui-là, il ne sort pas? Non, il est sorti, il est venu déposer ses dossiers, il fait valoir ses compétences, mais il a son objectif derrière. Mais sinon, il est avec vous tous les jours. Il travaille, il fait ce qu'il veut, mais qu'après, le jour où il réussit à avoir ce qu'il veut avoir, il est parti, mais il était quand même là. Donc, c'est une représentation de film, mais moi, je ne vais pas penser que tous sont comme ça. Donc les hackers ne sont pas nécessairement des nerds, comme on dit, des geeks. En tout cas, pour moi, non, pas nécessairement. Il peut y en avoir, mais pas forcément, pour moi. Dans le cas, tu as entendu parler d'Edward Snowden? Oui, j'ai entendu parler, mais je ne maîtrise pas vraiment le sujet. Mais, bon, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je pense pas qu'il était un hacker. Je pense juste qu'il a décidé de livrer les secrets de son pays, aux Russes. Bon, maintenant, avec Internet, on a, en tout cas au Cameroun, je sais pas si je dois dire on a principalement, ou on n'a que deux manières de se connecter, soit par Wi-Fi, soit par les data, mobile data. Est-ce qu'il y a un nom technique pour ça? Je ne sais pas s'il y a un nom technique pour ça. En utilisant les données mobiles. Voilà, les données mobiles. Ouais, mobile data. Bref. Donc, est-ce qu'il y a une troisième manière de se connecter sur Internet en dehors du Wi-Fi ou des données mobiles? Moi, j'ai pas entendu parler. Toi, tu sais. Tu peux te connecter dans un réseau local. Oui, là, c'est via les câbles. Ouais. Ok, donc c'est le troisième moyen. Bon, c'est pas très populaire, peut-être parce qu'on utilise les téléphones. Ça, c'est justement, comme j'ai dit, c'est dans les réseaux, les réseaux locaux. Okay. Mais de toute façon, c'est toujours des connexions sans fil. Quand tu parles de données mobiles, même pas de données mobiles, est-ce que ton téléphone est connecté à quelque chose? C'est toujours une connexion sans fil. Un Wi-Fi, c'est une connexion sans fil. Justement, je voulais qu'on parle des réseaux là. Tout ça, ça fait partie du réseau. Maintenant, c'est quoi réseau local? J'entends souvent parler de LAN, de WAN. Je ne sais pas s'il y a une troisième catégorie. J'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait de VPN. Principalement, il y a trois types. On parle souvent de trois types: LAN, MAN et WAN. LAN, c'est réseau local, Local Area Network. Généralement, ça se limite à un bâtiment. Oui. Et là, c'est pas les câbles ou c'est aussi un réseau, il fallait dire invisible, mais c'est pas comme si le réseau est visible de toutes les façons. C'est pas des câbles, ça peut aussi être sans fil. Quand c'est sans fil, ça passe par quoi? Par des routeurs? Oui. Ça, c'est pas des routeurs. Bon, ça passe par des points d'accès. Oui. Des points d'accès qui, eux, sont connectés à un routeur ou à un switch. Ok. Ensuite, on a les MAN. Les MAN, ça signifie homme. Non. Non, MAN, c'est Metropolitan Area Network. Donc, quand on parle de MAN maintenant, c'est une interconnexion de LAN, de réseaux locaux, mais sur un espace géographique un peu plus grand. Par exemple, au niveau d'une ville, d'un quartier ou d'une ville, par exemple. Là, on peut parler d'un MAN. Tu vois. Plusieurs réseaux locaux qui sont interconnectés au sein d'une ville. C'est un MAN. Ok. Après, on a WAN, bien évidemment. Wide Area Network, là-bas, c'est au niveau des pays, généralement. Est-ce que je dois comprendre, par exemple, qu'au Cameroun, on fonctionne avec les LAN, les MAN aussi, on fonctionne avec le MAN, peut-être à Yaoundé, peut-être dans ce quartier, je sais pas. On peut fonctionner avec tous les types de réseaux.
Donc, Une même entreprise même peut fonctionner avec tous les types de réseaux. Je t'ai pris l'exemple des entreprises qui ont des succursales. oui. Une entreprise qui a... prenons, prenons la BEAC par exemple. La BEAC elle a ses services en droit Yaoundé. Elle a une agence à Douala. Elle a des agences dans d'autres pays, des directions nationales dans d'autres pays. Mais si on se limite aux services centraux, il y a un réseau local. Là, c'est un réseau local. Maintenant, à partir du moment où ils ont besoin de communiquer avec des agences dans d'autres villes ou dans d'autres pays, là, maintenant, on ne parle plus de LAN, on parle de MAN si c'est dans la même ville, on parle de WAN si c'est maintenant sur plusieurs pays. Tu vois? Mais c'est toujours la même entreprise, Ok. mais qui utilise plusieurs types de réseaux en fonction des cibles, en fait. Parce que pour une information qu'on veut transmettre uniquement à ceux qui travaillent aux services centraux, ça ne concerne que ceux qui sont dans les services centraux, donc ça ne concerne que le réseau local. Mais à partir du moment où ça concerne peut-être toutes les représentations de la banque, là, vraiment, on parle de WAN, mais ça reste quand même la même structure. Donc, tous ces types de réseaux-là sont mis en place. Et comment est-ce que ça fonctionne? Bon, je sais pas si tu connais comment ça fonctionne dans la grande échelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Internet? Est-ce qu'il y a une entité qui a Internet et qui donne Internet aux gens? Une entité qui donne Internet. En tout cas, au niveau des pays, ce sont les opérateurs téléphoniques. Ça, je pense que tout le monde le sait. Du moins, ce sont les garants de la connexion de l'approvisionnement, en fait, des populations en termes de connexion à Internet. Au niveau des pays, ce sont les opérateurs téléphoniques qui gèrent ce genre de... Donc, mais ça signifie que quand je tape un forfait, je sais pas, 1000 francs, 2 gigas et demi, mais 1000 francs, l'opérateur, les 1000 francs que je donne à Orange prend l'argent, il va verser à quelqu'un d'autre pour lui dire, donne-moi la connexion. Je sais pas comment ça fonctionne, parfois je me demande ça aussi. Toi, tu as une idée? Je ne maîtrise pas non plus exactement déjà à ce niveau-là. Mais je pense que oui, forcément, il y a certainement d'autres structures auxquelles ils payent aussi des services qu'ils revendent maintenant. Parce qu'il faut savoir que à la base, Internet, c'était un réseau, je crois, au niveau de l'armée américaine. Ce sont eux qui ont créé ça à la base, tu vois. C'est juste qu'on a décidé d'étendre. Maintenant qu'on parle d'extension, il y a forcément moi, je pense qu'il y a forcément de la vente. C'est certain. Donc, si déjà ça se retrouve dans tous les pays, c'est vrai que quelqu'un a parlé de... C'est quoi le terme technique? Libéraliser. Quand on donne le libre accès à tout le monde, je crois qu'il y a un certain terme pour ça. Bon, peut-être ça m'échappe. C'est forcément vendu, même vu que, même parfois la fibre optique qu'on utilise, que les opérateurs utilisent, parfois ils ne sont pas propriétaires d'une fibre optique. Il y a des câbles de fibre optique qui relient les continents. Exactement. Mais tu vois, ce n'est pas comme tel qu'il y a la fibre optique qui va, par exemple, je me souviens qu'à de la côte est des États-Unis jusqu'en Afrique, par exemple. Voilà. À une certaine époque, il y avait des problèmes de connexion ici et c'était lié à la fibre optique. Je crois que c'était dans l'océan. Oui, les câbles sous-marins. Ah, voilà. Il y a des câbles de fibre optique qui passent dans les océans. Donc, les opérateurs téléphoniques ils payent cet accès-là. Parce qu'en réalité... on parle de connexion sans fil, mais à un moment, il y a toujours une connexion filaire quelque part. Il finit toujours par avoir une connexion filaire. C'est justement pourquoi on parle de câbles souterrains, de fibres optiques. Parce que si on ne pouvait pas, ou bien si on pouvait, pourquoi, si c'était possible, pourquoi est-ce qu'on ne se connecte pas directement? Pourquoi on utilise ces câbles de fibres optiques souterrains-là? Justement, je voulais en venir là-dessus parce que je me dis, de mon point de vue de profane, est-ce que Elon Musk n'a pas révolutionné le truc avec Starlink? Parce que j'ai ouï dire que Starlink fonctionne directement avec les satellites. Récemment sur X, il a posté et il disait, il félicitait l'un des pays qui a pris Starlink. C'est vrai qu'il n'y a pas encore Starlink officiellement, on en va revenir dessus. Mais il félicitait un pays qui a pris Starlink, qui a signé un contrat avec Starlink. Et puis il a commenté, Starlink est disponible partout, même dans l'océan. Est-ce que c'est vrai que Starlink, lui, fonctionne avec le satellite, ce qui le rend unique? Bon, moi, je ne sais pas. Il fonctionne avec les satellites, vu que ils utilisent des paraboles, des antennes. Ok. Donc, à partir du moment où on utilise des antennes paraboliques... Là, ça le rend complètement différent des autres. C'est quelque chose de nouveau. En ce qui concerne l'accès à Internet,
de ma connaissance, c'est nouveau. Et c'est assez révolutionnaire, en tout cas au niveau de l'accès. Ça facilite vraiment l'accès à Internet dans des zones éloignées ou des zones qui étaient un peu reculées au niveau technologique, Mhm. comme dans nos pays par exemple. Parce que peut-être pour nous qui sommes dans les grandes villes, à Yaoundé, Douala et autres, c'est facile, tu vois, c'est plus ou moins facile. Mais dans certains villages, par exemple, où le réseau n'arrive pas, le réseau des opérateurs, c'est difficile de se connecter. À ce moment-là, qu'est-ce qui nous reste? Uniquement les satellites. Mhm. C'est à ce niveau-là vraiment que sa proposition est très intéressante. Après, ça soulève d'autres questions. La question parfois de souveraineté des États. Tous les États n'ont pas envie qu'un privé vienne avoir accès à ce genre de choses dans le pays. Ils préfèrent que ce soit la chasse gardée de l'État. Ça dépend des politiques de chaque pays. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que je me dis, c'est pour ça que je me dis qu'il faut forcément signer des accords avec ce pays. Et quand ils signent des accords avec le pays, je me dis que tout ça est encadré. Donc il y a certaines bavures qui sont contrôlées. L'État dit, bon, non, j'ai ceci, l'État, Oui, non, j'ai ceci, ici, non, les j'ai cela. conventions, il y a ce qu'on appelle souvent des COG, des conventions d'objectifs et de gestion. Mais dans le cas du Cameroun, ce n'est pas fait. Donc, il n'y a pas d'accord entre le Cameroun. En tout cas, pour l'instant, Oui, je crois à qu'il y ma a, connaissance concernant aussi. le Cameroun et Bon, Starlink, il y a, ce n'est bon, je pas le ça. dis pour plusieurs raisons. Déjà, je suis pas au courant de ça et je suis Elon Musk depuis quelques temps. Je sais par exemple qu'au Tchad, il y en a parce qu'il a tweeté dessus. Il a tweeté sur le chat félicitant le Tchad d'avoir pris Starlink. Mais l'autre raison pour laquelle je le dis, c'est que, euh, bon, on m'a raconté, ça c'est une source sûre, un monsieur qui travaille dans une agence au Cameroun chargée de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Si j'utilise un autre terme, ce sera peut-être trop précis. Et donc, le monsieur vient et lui dit, bon, on a repéré un utilisateur de Starlink là, près de chez toi. Donc, il vient voir un cousin à moi, il lui dit, on a repéré un utilisateur de Starlink près de chez toi. Et normalement, on doit l'interpeller. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si c'est ton père. Je suis un peu embarrassé parce que je ne sais pas si c'est ton père. Et je n'ai pas vraiment envie de l'interpeller. Et c'est là que lui dit non, non, c'est pas chez nous et tout. C'est les voisins qui ont. Et je dis ok, je suis soulagé. Donc c'est là qui me fait comprendre que le, le gouvernement essaye de. Je ne sais pas si c'est régularisé. Je ne sais pas s'ils régularisent ou s'ils interdisent. Je ne sais pas si on ne traite pas devant ou on ne traite pas derrière. Parce que je ne pense pas que on est le droit déjà d'avoir Starlink. Mais pourtant, il y a des gens qui ont Starlink. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais toi, peut-être, tu connais les utilisateurs de Starlink ici. Je connais aucun utilisateur de Starlink. Ok. Personnellement, je connais pas quelqu'un qui utilise Starlink. Tu connais pas personnellement, mais même. Je me dis que peut-être il y a des... Moi, je sais qu'officiellement, c'est interdit. Oui. Maintenant, certainement, il y a des gens qui trouvent des moyens de contournement pour y avoir accès. Je ne sais pas. Mais moi, je ne connais personne qui utilise Starlink. Des moyens de. Tu penses qu'il y a des moyens de contournement quand il y a les antennes, une antenne parabolique, elle a installée et tout. Mais justement, s'il a réussi à avoir accès au matériel, l'antenne parabolique et tout le Et matériel ceux qui qu'il faut... proposent des services Starlink ne se cachent pas. En tout cas, ils ne se cachent pas tant que ça. Parce que si tu veux avoir Starlink, il y a des moyens pour avoir Starlink. Il y a certaines personnes qui te connectent. Ils peuvent le faire, mais quand tu le fais, si tu sais que c'est à des risques et périls, vu que c'est interdit d'accès, et si on réussit à remonter à la personne qui a fourni le service, il peut se retrouver dans des problèmes. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est vrai qu'en Mais au moins, en ils savent que c'est économie, interdit. en économie, on parle souvent des investisseurs mafieux et des mafieux investisseurs. Donc, les investisseurs, je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que Elon Musk est au courant de ça? Moi, je sais pas. Mais les investisseurs mafieux, déjà, c'est des gens qui viennent peut-être blanchir leur argent et tout. Déjà, ils sont pas nets. Mais les mafieux investisseurs, c'est des gens qui sont nets. Mais à cause des régulations du pays, ils sont obligés de se plier, de faire ceci, de faire des magouilles ici, de faire des magouilles là-bas. Je sais pas comment ça fonctionne, mais à ma connaissance, Starlink n'est pas encore légal ici. Et à ma connaissance, des gens utilisent Starlink. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais les témoignages quand même concernant Starlink, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit j'utilise Starlink et je regrette. Au contraire, ils disent vraiment c'est la meilleure connexion qu'on a eue de toute notre vie. Et je connais quelqu'un en particulier. Son entreprise utilise Starlink. Et bon, pendant un certain temps, ils ont arrêté. Je sais pas pourquoi, peut-être ils ont négligé et tout. Et il y a eu une vie avant Starlink et la vie après Starlink.
Et vraiment, ils se sont dit non. On ne peut plus vivre, utiliser la connexion, utiliser Internet maintenant, sans passer par Starlink. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, les réglementations et tout, mais sans vouloir tirer sur les opérateurs. Moi, personnellement, j'utilise Orange. Et tous les jours, bon, c'est vrai que je ne vois plus ça depuis. Je suis content de ne plus voir le message de Orange cares about you là. Parce que la connexion, vraiment, depuis 2022, chez moi, c'est un véritable supplice. Après, j'ai eu un temps de répit en 2024, en septembre, en octobre, j'ai eu un temps de répit. Et puis ça a recommencé. Ça a recommencé récemment. Mais bon, peut-être c'est une option à considérer. Peut-être c'est une option à considérer. Elle peut être à considérer. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais nous sommes dans un État. Oui, c'est vrai, mais... Et l'État est souverain, tu vois. Et je pense que, en fait, que les motivations soient nobles ou mauvaises, c'est l'État qui décide. Exactement. Il a les moyens de sa politique. On a bon, disons que les opérateurs principaux dans notre pays, c'est Camtel, Orange et MTN. Oui. Et si je ne me trompe pas, Camtel est le seul qui détient la fibre optique. Voilà. Donc, toi, tu nous amènes dans un sujet compliqué. Hein. Franchement, tu nous amènes dans un sujet compliqué. Mais en fait, moi, je ne veux même pas entrer dans le sujet compliqué. Moi, mon problème, c'est que quand je me connecte, je t'assure, la dernière fois, je me suis couché, genre peut-être à 21h comme ça, parce que j'essayais de faire un truc et je n'arrivais pas à me connecter. Mais justement, ce que je vais te dire, c'est que c'est un sujet sensible, parce que certainement la connexion est meilleure de ce côté-là. Mais ok, si c'est libéralisé, qu'est-ce qui va se passer? Plus de gens vont souscrire, je sais pas. Ah, les recettes vont... Tout le monde... tu vois maintenant. Tu vois pourquoi je dis que c'est un sujet sensible. Et ce sera au bénéfice de qui? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas toutes les cartes en main. C'est pour ça que je ne peux pas juger le gouvernement. Le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela. Je ne peux pas les juger. C'est pourquoi je te dis que c'est un sujet compliqué. Si on parle uniquement du niveau de la qualité de la connexion Internet de Starlink, elle peut être bonne. Moi, je n'ai jamais essayé. Mais les retours disent que c'est très bien. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Oui, mais bon, après... Si déjà on n'avait pas une mauvaise connexion, je pense qu'on n'allait pas commencer à vouloir regarder ailleurs. Ou du moins se regarder de cette manière-là. Mais je t'assure, je peux plus... Les noms qui chauffent au Cameroun actuellement, c'est Orange et Neo. Orange et Neo. Orange est monté et Neo est descendu. Orange est monté et Neo est descendu. Et donc... on ne peut pas nous blâmer de vouloir chercher ailleurs quand une fois, toi-même, tu t'étais plaint. Je sais pas si tu rédigeais ton mémoire à l'époque ou ton rapport, je sais plus. Mais parfois, tu travailles, il n'y a pas d'électricité. Et quand l'électricité revient, tu te dis, bon, enfin, je vais essayer de capitaliser. C'est le réseau. Tu as une réunion à l'étranger, tu peux même pas faire ta réunion parce que le réseau est terrible. Non, c'est vrai. Aujourd'hui même encore, j'ai eu ces problèmes-là. Voilà. À la fois les problèmes d'électricité, les problèmes de connexion Internet qui t'empêchent de travailler. Quelqu'un a dit Orange, Fit et Neo. La chanson là, c'est un banger. Une chose est sûre, ce sont des problématiques fondamentales dans notre pays. J'ose croire que l'État est conscient de cela et qu'il essaye de fournir des solutions. J'ose croire, j'espère en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que ça commence à désabuser quand même la population et c'est normal, c'est compréhensible que les gens se tournent vers d'autres fournisseurs, des personnes qui fournissent d'autres services. Ah bon, heureusement encore, du côté de l'Internet, il y a des gens comme Starlink et autres, ok d'accord, mais maintenant pour l'électricité, comment on veut? Bon, peut-être il faut envoyer un message à Elon Musk pour qu'il nous fournisse... J'ai failli dire quelque chose que je ne dirais pas. Tu vois, donc, c'est question, on ne peut pas nier ces problématiques-là. Ce sont des problèmes, franchement, et qui sont même peut-être basiques. Sous d'autres cieux, ce sont des choses qui sont réglées depuis longtemps. Donc, c'est vrai qu'il faut que je donne à César ce qui est à César. Personnellement, du côté où nous sommes, de ce côté-ci, Eneo n'est pas très troublesome depuis environ 4 à 5 mois. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des zones qui sont beaucoup mieux. Je suis reconnaissant, monsieur Eneo, je suis reconnaissant. Oui, il y a des zones qui sont mieux loties. Il y a des zones qui sont mieux loties que d'autres. Mais le problème, parfois, ça devient un problème d'ordre général. Oui. Tu vois. Tu ne peux plus parler que pour ta propre personne. C'est vrai. Même parce que tu n'es même pas toujours chez toi.
Tu peux aussi te retrouver C'est parfois justement dans ce des que je zones voulais dire. C'est où justement des ce que zones je qui sont voulais dire. moins bien desservies. Et là, tu souffres réellement de ça. Et tu prends conscience que, pour ceux qui sont là H24, ça doit être chaud, tu vois. Donc, ça va être des choses importantes. Et il faut exhorter les décideurs à se pencher sur une solution pour ces problématiques-là. C'est très important. Donc, comme tu parles de ça, récemment, j'étais à Makak. Et là-bas, le courant vient environ 3 heures, 4 heures maximum de temps. Après le courant repart. Et c'est là que tu te dis, bon, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui, bon, ils se sont déjà habitués à ça. Ou peut-être pour eux, c'est un luxe. Mais pour nous, vraiment, ce n'est plus un luxe. Moi, je pense que traditionnellement, il y a les besoins primaires des hommes. Les besoins primaires sans quoi l'homme ne peut pas vivre. Il y a manger, se vêtir, se nourrir. Voilà les 3 besoins primaires. Sans quoi l'homme ne peut pas vivre. Il y a un quatrième La besoin. pyramide des besoins qui est Maslow. Un truc comme ça. Il y a un quatrième besoin. Là, lui, il nous permet de nous pérenniser. Le quatrième besoin qui permet à l'être humain de se pérenniser. Et bon, je pense qu'on a besoin de ça, qu'un être humain a besoin de ça pour vivre. Mais bon, pour que la race humaine soit pérennisée, on a besoin de ça. Et ça permet de s'épanouir. Mais dans les temps modernes, moi, je me dis vraiment l'électricité, l'eau et l'électricité dans les maisons, dans les robinets et tout, ça fait partie déjà de nos besoins primaires. Moi, je pense que dans les temps modernes, avoir la connexion, ce n'est plus un luxe. Il faut toujours être reconnaissant pour tout. Mais on ne doit plus être à un stade où, quand on remet la lumière en ville, il y a des enfants qui crient en 2025, des enfants jubilent, comme si le Cameroun a marqué. En 2025, quand même. Quand j'étais petit, en 2005, on le faisait. En 2006, 2025, quand même. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai parlé de besoins, de problèmes basiques. Et dit, sous d'autres cieux, ce sont des choses basiques qui sont réglées depuis longtemps. Donc, il n'est pas normal que dans notre pays, un pays qui est assez important quand même au plan africain, Oui, en fait. l'Afrique en miniature, on aime bien le répéter, un pays d'une importance stratégique. Un pays qui se dit continent. Oui, donc il n'est pas normal que notre pays soit encore dans ces problèmes-là. Donc nous ne pouvons qu'exhorter, comme je ne fais que dire, l'État à fournir tous les moyens pour régler ces problèmes-là. Ouais, c'est important, c'est primordial. Après, je sais pas forcément comment les Camerounais réagissent par rapport à ça. Quand je parle de réagir, je parle pas de se plaindre. S'il y a un truc qu'on sait faire au Cameroun, c'est se plaindre. Mais est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes que l'individu peut mener? Et j'essaie de rationaliser la chose en fait. Parce que je pense que quand on arrive au dernier carré, pour parler comme dans le foot, quand on arrive au dernier carré, eh bien là, les Camerounais ne savent pas quoi faire. Et on vit maintenant, on est maintenant dans les États, on n'est plus dans les royaumes. Maintenant, dans les États, l'une des choses dans l'État, c'est le processus démocratique, le processus électoral. Et j'ai l'impression, tout à l'heure, je voyais un post, on disait qu'il n'y a que 4 millions de personnes inscrites. Je ne sais pas si on disait 4 millions de jeunes, bref. Mais ça n'intéresse pas les gens tant que ça. Donc, au Cameroun, il y a des gens, je trouve que c'est ça le paradoxe. Il y a les gens qui réclament le changement, qui réclament l'amélioration. Mais je ne comprends pas comment les mêmes gens qui réclament le changement, l'amélioration, ne vont pas jusqu'au bout. Parce que et je ne suis pas en train de militer pour un parti ou pour l'opposition ici. Tu peux toujours aller. Tu dis j'apprécie ce que ceux qui sont présentement à la fond. Donc je vais les encourager et tout. Mais je trouve quand même paradoxal que quelqu'un te dise que ça ne va pas. Et puis il ne fait rien pour que ça aille. Toi, tu en penses quoi? Il ne fait rien pour que ça aille. Bon, si on suppose que la seule chose qu'il peut faire, c'est s'inscrire sur la liste électorale pour aller voter. Je pense que c'est un problème. Ça dénote juste. Non, c'est pas qu'on pense que c'est la seule chose. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on doit faire. Quand tu es citoyen, tu as des responsabilités.
dans ton pays, et la première chose que tu peux commencer à faire, c'est de ne pas être un raté. Si tu es un jeune enfant, t'envoies à l'école, va à l'école, ne va pas te balader et tout. C'est la première chose que tu fais pour aider ton pays. Parce que quand tu ne te formes pas, quand tu ne participes pas toi-même à ta formation, bon, à un certain moment, tu vas commencer à devenir une charge. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qu'on peut faire pour aider notre pays. Mais je pense que chaque fois, même en classe, déjà, pour partir dans les petites unités, en classe, quand il y a un délégué, un chef de classe, on estime qu'il ne travaille pas bien, on se dit, bon, il faut qu'on le change. Il faut qu'on parle à l'administration. En tout cas, il faut qu'on le change. Maintenant, je trouve ça... Si quelqu'un estime qu'il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu estimes qu'il y a un problème, et de l'autre côté, tu estimes que tu ne vas rien faire, c'est en fait ça que moi, je ne comprends pas. J'aimerais un peu comprendre like, the world view. Comment est-ce que la personne perçoit la chose? Ou les gens entendent que Dieu vient nous aider. Moi, je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Comme tu as dit, c'est à tous les niveaux, chacun a sa part de contribution à apporter. Mais pour revenir sur ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que quand on parle de ce sujet, en tout cas ces temps-ci, on fait principalement allusion au fait de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Donc maintenant, pourquoi les gens le font très peu? Moi, ce qui me dérange même, c'est pas que les gens le font très peu. C'est que pourquoi est-ce que les gens qui se plaignent le font très peu? Moi, je connais tellement de gens qui se plaignent. Et une bonne partie des gens qui se plaignent te disent que ça ne sert à rien. Et bon, qu'est-ce qui sert en fait? Parce que je suis persuadé, je ne sais pas si faire ça sert à quelque chose, mais je suis sûr que ne rien faire ne sert absolument à rien. Ça, je suis sûr de ça. Non, mais c'est ce que j'essaie de dire depuis. Tu sais, on dit souvent que moins les choses changent, moins elles ont de chance de changer, en réalité. Donc, mais je pense que le problème des gens, c'est que, à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais ils ont des doutes sur la transparence et l'impartialité du système électoral. C'est principalement, pour moi, de ce que je sais, c'est principalement ce qui ralentit beaucoup les gens en ce qui concerne les élections. Après, je plus sois à l'idée que le changement, il vient à tous les niveaux. Et il commence en bas, c'est-à-dire au niveau de chacun de nous. Comment est-ce que toi, tu contribues à améliorer ton pays? On marche là, on voit la saleté, les ordures. Quelqu'un qui est dans la voiture, il finit de manger ses beignets, il lance ce plastique à l'extérieur, en route. Tout ça fait partie du changement. Est-ce que lui, il a commencé à changer? Non. Donc, c'est juste un exemple pour montrer que il faut que... C'est bien, hein? C'est bien, c'est important de dire que la politique, le régime en place, telle personne, oui, c'est bien, il n'y a pas de problème, ce n'est pas forcément faux. Mais je pense que autant on peut critiquer ces aînés-là, autant aussi on peut pointer le doigt sur chacun d'entre nous. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, à la transformation du pays. Si chacun essaie de devenir un peu plus civilisé, un peu plus responsable, je pense que le pays va changer. Si tout le monde essaie de mettre la propreté devant sa maison, par exemple, ça va déjà changer l'aspect général du pays. Ouais, c'est certain. Vous n'allez pas forcément attendre que Isaac vienne nettoyer partout. Ce n'est pas possible. Donc ce sont des petites choses. Il faut que les gens soient suffisamment responsables et aient même suffisamment l'amour de leur pays. Moi, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, le patriotisme. Moi, je pense que ça, c'est un sujet qui est important et c'est une chose qui manque chez beaucoup de Camerounais. Beaucoup s'en foutent carrément. Tu sais, on parle parfois de l'État-nation. Et moi, j'ai souvent l'impression que les gens aiment la nation, mais pas forcément l'État. Je ne vais pas dire qu'ils détestent l'État. J'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu de l'État. Bon, on est là et on s'en fout. Et puis, ils aiment la nation. Donc, ils vont mettre en valeur le Himmler, le 237, le Mboa. Mais bon, après, le changement, ça ne leur dit pas forcément grand-chose. Parce que pour moi, quand tu dis ça te dit grand-chose, c'est pas quelque chose que tu prononces, c'est quelque chose que tu vis. Que tu manifestes, tu poses Oui, des actes, des actions concrètes. Donc, toi personnellement, comment est-ce que tu t'es dit que tu allais aider ton pays?
Quelqu'un avait dit, je pense que c'est Benjamin Franklin, il ne faut pas seulement se demander ce que mon pays a fait pour moi. Est-ce que j'ai Il fait? faut aussi se demander qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Donc toi, tu as décidé d'aider ton pays dans quel domaine? Le domaine de l'informatique. J'aide mon pays dans le domaine dans lequel je travaille. Mhm. Là, tu vas vraiment m'excuser, mais je ne peux pas donner de détails parce qu'actuellement, je travaille sur un projet, on va dire un projet qui est et qui Sensible. sera d'intérêt général Ok. à la dimension nationale. Mais je ne peux pas donner plus d'informations dessus. Mais un jour ou l'autre, Bon, est-ce qu'on peut au moins se connaître le domaine du non, projet? Est-ce que je c'est peux pas dans le parler. réseau, dans la Je peux rien programmation? dire, mais je veux dire ma contribution justement Oui. dans ce projet, elle est au niveau informatique. Ok. Parce que je fais partie, je suis responsable de ce qui concerne l'informatique dans la mise en place du projet. Mhm. Donc, étant donné que ce sera un projet d'intérêt général, moi, c'est la contribution que je peux apporter. Même pas seulement au projet, au niveau informatique, même au niveau organisationnel du Mhm. projet, j'apporte ma contribution. Donc, pour moi, c'est une façon d'aider mon pays. Moi, j'ai l'intention de... Tu parlais de formation tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment l'intention de me former le plus possible. Pour moi, vraiment, à l'école, il n'y a pas de limite, même jusqu'à 50 ans. Oui, en fait, plus. exactement. Mais je fais ça pourquoi? Moi, c'est vraiment dans l'intention d'être utile à mon pays. Je ne suis pas forcément de ceux qui veulent aller à l'étranger pour y rester. Oui, oui. Et, franchement, en tout cas, aujourd'hui, je parle, moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. J'estime que j'ai envie, je ne connais pas encore, j'estime que je ne connais pas. J'ai besoin d'être professionnel, d'être le plus compétent possible dans mon domaine. Et pour y arriver, il faut que j'aille me former là où les choses sont faites le mieux, Mhm. les choses où les technologies sont les plus avancées. Donc, si moi j'ai la possibilité d'aller me former quelque part en Occident, pour apporter une réelle expertise dans mon pays, je contribue à l'évolution de mon pays. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que moi je peux contribuer à l'avancement de mon pays. Peut-être plus tard encore, il y aura d'autres projets qui vont naître, d'autres aspirations, mais en tout cas, moi, je suis convaincu que dans ma vie, Tu ne penses pas seulement à participer, mais créer des projets aussi, ou créer des associations, des entreprises qui peuvent... toutes ces choses font partie de mes projets. Donc, en ce qui concerne, regarde, attends, je te raconte ça. Donc, je parlais à quelqu'un qui m'est cher et je lui expliquais que mon petit frère fait l'informatique à ICT University et il veut se spécialiser dans le domaine de la sécurité, de la cybersécurité. Maintenant, la personne là, je ne veux pas donner le nom et ni dire qui est la personne et tout, mais elle me dit, en fait, ça sert à quoi? Parce que nous, on a les mines. Au Cameroun, on a les mines. On a les terres rares et tout. Et puis, vous envoyez les enfants faire les choses des blancs alors qu'on a les mines, etc., etc. Et toi, tu penses que quel est l'avenir de l'informatique au Cameroun? Ce qui est sûr, c'est que nos terres rares sont d'une importance capitale. Et probablement l'une des raisons pour laquelle l'Occident s'est autant acharné sur l'Afrique, c'est à cause de ces terres rares. C'est pas à cause de nous. Genre, on s'en fout de nous. Mais c'est à cause de ce que notre continent contient. Mais peut-être l'ancienne génération qui n'est pas nécessairement, je vais dire quoi, je sais pas si je dois dire intellectualisée, mais peut-être qu'ils ne voient pas à quel point c'est un enjeu. Le, L'internet, exactement, exactement. Non, Peut-être qu'ils ne voient pas. Je pense que ce n'est même plus une question aujourd'hui. Que ce soit au niveau des États, au niveau des entreprises, tout le monde est d'accord de l'importance que le numérique a pris. C'est devenu un axe stratégique. Mhm. On ne discute plus là-dessus. Parce que de toute façon, quel que soit le métier dans lequel vous êtes aujourd'hui, il y a de l'informatique à l'intérieur. Oui. Vous utilisez des ordinateurs. Oui. Vous avez un réseau. Vous avez des informations qui transitent. Vous avez un système d'information. Un système d'information qui contient très souvent des informations sensibles. Oui, en effet. Ces informations sensibles-là, comment les protéger? La cybersécurité. Mhm. Donc,
dire que ce n'est pas important, pour moi, c'est juste de la méconnaissance, en réalité. Oui, en C'est fait. de la méconnaissance des enjeux que représente le numérique aujourd'hui. C'est tellement important et son importance ne va que croissante. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde ne va pas faire l'informatique, parce que c'est un domaine qui est très compliqué, qui est toujours en perpétuelle mutation. Tu parlais tout à l'heure du côté dynamique de la chose. Donc, c'est un domaine qui demande beaucoup de travail tout le temps. Donc, c'est pas tout le monde qui va le faire. Mais on ne peut pas, on peut pas négliger ça. On ne peut pas dire que c'est pas important, ce sont les choses des blancs, nanani, nanana, non, c'est pas... Je pense que peut-être, peut-être même c'est le thème qui m'échappait de bien public en parlant d'Internet. Mais il y a certaines choses qui sont aujourd'hui devenues des biens publics. Je ne pense plus qu'on doit parler de l'informatique comme les choses des Blancs ou les choses des Occidentaux. Les Occidentaux ont leur culture, ils ont leurs livres, etc., leur littérature, leur poésie, leur histoire. Mais je ne pense plus qu'aujourd'hui, le numérique, c'est quelque chose qui appartient à l'Occident. Je ne pense pas qu'on devrait être en Afrique et se dire, bon, aujourd'hui, bon, ça ne nous concerne pas, c'est les choses des Occidentaux et tout. Parce que de toutes les façons, et parfois vous voyez des gens qui publient de telles âneries sur Internet. C'est sur Internet qu'ils vont écrire, oh, les Blancs sont montés, les Blancs sont descendus, et le numérique est monté. D'un côté, il y a quelque chose de louable à l'intérieur, mais peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'informations dessus. Je sais par exemple que nos données, je ne pense pas, et je discutais de ça la semaine passée avec Wallace, notamment les données, les clouds, etc. Je ne pense pas qu'en Afrique, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas qu'en Afrique, il y ait des pays qui sont spécialisés dans la sécurisation des données, que ce soit dans les serveurs et tout. Je sais que, notamment en Europe, il y a des pays, il nous a parlé de quel pays, je ne sais pas si c'était la Lituanie ou la Lettonie, mais vraiment ils sont spécialisés dans ça, ce qui fait que les données de l'Occident restent en Occident. Je suis persuadé que les données de la Chine restent aussi en Chine, peut-être pour la Russie et tout. Mais nos données, à la fin, on part leur remettre nos données. C'est ça, non, sauf si je me trompe. Bon, leur remettre, disons que si on utilise des services cloud, nos données sont... Oui, c'est une façon de parler, exactement. Exactement. Et justement, on parlait des réseaux sociaux, et je lui disais, bon, parce que peut-être quelqu'un va venir, moi je sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être quelqu'un va venir te sortir, oh, Facebook, il faut qu'on ait nos réseaux à nous et tout. Mais est-ce que si on a nos réseaux à nous, si on utilise peut-être Ayoba et autres, et qu'à la fin, si c'est l'argument là que vous présentez, si on utilise dans nos réseaux à nous, et qu'à la fin, c'est toujours eux qui gardent nos données, bon, est-ce qu'on a vraiment fait, je sais pas, un grand pas? Non, ça pose toujours la question de la souveraineté des entreprises ou de l'État à un certain niveau. Mais c'est vrai que de nos jours, c'est de plus en plus privilégié, hein, l'accès aux services en cloud. Parce que justement, c'est bénéfique pour les entreprises en réalité. C'est beaucoup plus facile d'accéder aux services que fournissent, par exemple, je sais pas moi, des entreprises comme Microsoft, Amazon, qui vont te fournir des applications, des systèmes en tout cas que tu vas utiliser dans le cloud. Oui, c'est plus facile parce que ça fait que tu ne dépenses pas beaucoup en termes d'implémentation d'un réseau en local avec tout ce que ça comporte. Mais après, dans notre contexte, on ne le fait pas tant que ça, hein. C'est en progression encore chez nous. C'est en Occident que c'est vraiment, en disant que ce système a vraiment pignon sur rue de leur côté. Mais chez nous, c'est pas encore vraiment ça, même si on tend vers cela. Donc la solution serait juste que on réussisse à fournir ces services-là chez nous. Donc mon point, c'était justement le fait que les gens négligent cet aspect de l'informatique, du numérique là, et pourtant nous tous sommes en train d'être numérisés. Et pourquoi se dire donc que c'est une affaire des Blancs? Si on est en train d'être numérisé, peut-être qu'il faut qu'on s'y intéresse. Donc oui, c'est important Et après, qu'est-ce que j'en sais? Aujourd'hui, maintenant que tout est numérisé, le numérique peut encore avoir, certainement, même pas peu, le numérique aura certainement sa part d'importance dans le domaine des mines, etc. S'il ne l'a pas déjà. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'il l'a. Mais c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de mes connaissances. Parfois, moi, je n'en veux pas forcément à certaines personnes parce que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne sont pas informés parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne cherchent même pas. Donc, ils se permettent parfois de dire certaines choses. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit,
le- comment je vais dire, le développement ne demande pas la permission. Mhm. La technologie avance. Et on se retrouve toujours obligé de suivre, de prendre le train en marche. Que tu le veuilles ou pas, ça finit par t'influencer. Moi, j'étais encore petit, mais je sais qu'à l'époque, quand les smartphones commençaient à être de plus en plus utilisés, moi, à cette époque, je voyais des aînés qui estimaient que eux, ils ne veulent pas utiliser ça. Hein, on va pas utiliser les choses des blancs. Ils étaient habitués à leur Nokia L7 ou je sais pas moi quoi, là, avec l'antenne, il faut tirer comme ça et autres. Tu vois. Mais aujourd'hui, qui utilise encore ces téléphones-là? Tu es obligé en fait. Oui. Parce que tu le veuilles ou pas, tu vas arriver dans une entreprise. Même pour postuler dans les entreprises, c'est en ligne. Il te faut un compte Gmail. Exactement. Tu es obligé. Donc de toute façon, les gens ont intérêt à s'intéresser à ça. Oui. Ça ne demande pas la permission, ça va toujours avancer. Donc celui qui ne veut pas, il va seulement se retrouver en marge de la société et ce sera à son propre détriment. Donc, j'étais à je veux dire quoi, un séminaire, je sais pas si je dois dire un séminaire, une conférence d'Educ Média, ici au Palais des Sports. Et je me souviens que le professeur, j'ai oublié son nom, mais celui qui avait fait l'ouverture, il parlait des différentes révolutions qu'il y a eu dans le monde. Et il disait que l'Afrique n'a pas pris part à ces révolutions-là. Notamment à cause de la période d'esclavage, de colonisation, etc. Mais par contre, la révolution numérique qu'il y a actuellement, l'Afrique fait partie des acteurs de cette révolution-là. Et c'est important pour nous, comme tu as dit, de ne pas être en marge. Je pense que il y a trop de... Quand on regarde les milliardaires, les plus grands milliardaires dans le monde, je sais pas, peut-être dans les 20 premiers milliardaires, peut-être un tiers sont des informaticiens, ou ils sont impliqués de près ou de loin dans le numérique. Donc, il y a une grande richesse aussi. Si on se dit notre sol est riche et tout, bien, il faut aussi qu'on se regarde le cas d'Elon Musk. Elon Musk, lui, il a su mélanger je vais dire quoi, le matériel et l'immatériel. Donc, le software et le hardware, etc. Donc, je pense que le mélange de tout ça, déjà les terres que nous avons, parce que même quand les Occidentaux veulent nos terres, ils veulent ça pour en faire quoi. Et quand on regarde les enjeux, on sait par exemple qu'une bonne partie du coltan du Congo, c'est pour faire les téléphones. Donc, les téléphones, je regardais un documentaire récemment qui parlait le monsieur qui présentait le documentaire disait que en fait, les téléphones modernes sont faits avec le sang. Et c'est fait avec le sang des Congolais. Donc, on ne peut pas négliger le numérique alors que les Occidentaux viennent en Afrique, ou du moins ce qui les intéresse en Afrique, nos terres, c'est toujours pour le mettre dans le numérique. Je pense que le processus de transformation, prendre les richesses dans le sol et les transformer, va passer nécessairement par le numérique. Et c'est pour ça que c'est important de mettre l'emphase dessus. Je ne sais pas si tu vois aussi les choses de cette manière-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que au niveau des entreprises, moi j'aime bien parler des entreprises parce que quand tu regardes même au niveau des entreprises, ce qui se passait avant, à une certaine époque, et ce qui se passe aujourd'hui, l'informatique n'a plus la même importance. Elle est devenue de plus en plus stratégique et très importante. À l'époque même, en fait, les considérations sur l'informatique était un peu vue comme quelque chose d'accessoire, tu vois, Oui. comme un mal nécessaire. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore ça? Aujourd'hui, on ne parle même plus seulement d'informatique. On parle de système d'information. Dans la majorité des entreprises, par exemple, on ne va pas parler de direction de l'informatique, on va parler de direction des systèmes d'information. Parce que l'informatique, ce n'est plus seulement le simple support là. C'est devenu carrément un outil qui permet de dynamiser l'entreprise, dynamiser son action, d'aligner les objectifs stratégiques de l'entreprise afin de l'aider à faire des bénéfices. Tu vas me te rendre compte que moi j'ai aussi constaté ce changement-là. C'est que tu vas me te rendre compte que beaucoup de directions des systèmes d'information même sont de plus en plus hauts
dans l'organigramme des entreprises. C'est-à-dire qu'elles sont parfois même connectées directement au directeur général ou en tout cas à la tête de l'entreprise. Parce que c'est vraiment stratégique. Tu vois. Donc, à ce niveau-là, ça démontre juste l'importance que le On numérique dit prend. celui qui a l'information a le pouvoir. Donc. Que le numérique prend. Mais oui, justement. Ça démontre... Et il y a une autre chose que j'ai observée. De plus en plus. En fait, tu vas voir que dans les entreprises où il y a des promotions à la tête, quand il faut nommer le boss, le directeur général ou bien le PDG ou bien je sais pas moi quoi, de plus en plus, ce poste-là vient de 3 directions, généralement. Soit la direction d'exploitation, soit la direction financière, soit la DSI. Soit la DSI. Le DSI qui est un informaticien, généralement, à la base. Mais ce sont des postes qui de plus en plus forment ceux qui ont dirigé carrément les entreprises. Pourquoi? Est-ce qu'on va donner la tête d'une entreprise à quelqu'un qui ne la connaît pas? Non, c'est parce qu'on sait que c'est une direction stratégique. Quelqu'un qui a déjà réussi à gérer le système d'information de l'entreprise, il sait exactement ce qui se passe, il sait comment ça fonctionne. Donc, il a forcément les capacités pour diriger l'entreprise tout entière. Donc, ça ne fait qu'appuyer ce que tu dis. J'aimerais qu'on termine un peu par ça, parce que moi, je suis parfois gêné. Et bon, ça, c'est mon point de vue que je vais donner. Mais je suis parfois gêné de voir des gens qui ont le bac et ils ne savent même pas type. Ils ne savent pas saisir sur Word. Moi, après, tu arrives parfois dans les maisons, tu vois des grosses télés, de très grosses télés et tout. Mais je trouve anormal qu'il y ait une grosse télé comme ça, il n'y a pas d'ordinateur. Parce que, bon, c'est vrai, il y a l'information et tout. Et aujourd'hui, on peut s'informer de plusieurs manières. Mais j'ai jamais vu une entreprise qui recrute quelqu'un parce qu'il sait manipuler le canal, en fait. Parce qu'il sait où se trouve telle chaîne. Mais déjà, les trucs qui étaient banals avant, comme Word. Je crois qu'à l'époque, dans les années 2010 et tout, tu savais type sur Word, tu savais utiliser Excel. Vraiment, tu étais un génie. Aujourd'hui, on te demande déjà Canva. Canva commence à devenir un truc... Je t'assure, parfois, le poste pour lequel tu es en train de postuler ne nécessite même pas Canva, mais tu ne sais pas comment Canva s'est inséré là. Donc Canva commence à devenir banal comme Word à l'époque et tout. Et voilà qu'il y a encore des gens qui sont derrière, qui ne savent même pas utiliser Word. Et je sais pas si je dois faire appel aux parents ou faire appel aux enfants eux-mêmes. Et parfois tu prends l'ordinateur d'un jeune, tu vois le seul logiciel qui est dedans c'est VLC. Moi, je me demande, mais toi, tu es sérieux? Donc, ton seul logiciel que tu as, c'est VLC. Ton ordinateur ne te sert qu'à visionner. Toi, tu ne veux pas apprendre à faire un truc. Et peut-être qu'il ne regarde... Peut-être aussi, comme je disais, moi, quand j'ai eu le bac, je ne savais même pas comment on rédige... D'abord, je ne savais pas ce que je voulais faire à l'université. Je ne savais pas comment on rédige un CV, une lettre de motivation, etc. Et pourtant, le monde dans lequel nous travaillons est tellement dynamique que même un travailleur, quelqu'un qui travaille déjà peut se retrouver obsolète. Imaginez alors un jeune qui vient d'avoir son bac et tout, et qui n'est pas conscient de ça. Et moi, ça me dérange un peu. Je ne sais pas si je dois faire appel aux parents ou faire appel aux écoles, au système éducatif et tout. Mais il n'est pas normal que les jeunes soient à la traîne. Oui, on est dans un monde numérique, c'est dans le sang des Gen Z. On sait utiliser TikTok, on sait utiliser Instagram, on sait utiliser... Mais est-ce qu'on sait capitaliser ça de telle manière à être utile pour une entreprise? Et là, ça prend souvent du temps. Non, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est même quelque chose que j'ai décrit beaucoup dans mon entourage. Quand je vois des personnes qui... universitaires, titulaires de licence, master et tout, mais qui parfois font appel à des gens pour rédiger leur mémoire. Je dis, mais attends, c'est quand même dangereux. Quand tu vas te retrouver en entreprise, il va falloir rédiger un rapport, rédiger un document et tout. Est-ce que tu vas toujours faire appel à des gens? Non, ça fait partie des choses qui sont basiques. Moi, je t'assure, tu vois quelqu'un qui type sur l'ordinateur comme ça. Bon, je veux pas juger quelqu'un, mais vraiment tu es en arrière. Peut-être que tu te rends pas compte, mais tu es en arrière. Non, c'est un problème. Après, maintenant, les causes sont diverses. Il y a des parents qui ne s'intéressent pas forcément. En fait, il y a des parents qui ont des mentalités de l'ancienne époque, tu vois, et qui sont vraiment ancrés là-dedans. Ils ne prennent pas vraiment conscience du développement technologique et tout. Mais c'est un problème. Donc, il faut agir tant au niveau des parents que des enfants. Maintenant, après, il y a toujours un contrôle à faire.
Mais on console l'affaire parce que il y a des avantages, il y a des inconvénients. On sait les choses qui se passent sur Internet, les problèmes. Oui, mais la vérité, c'est que... Mais toujours est-il que ça reste quelque chose d'important. Surtout des choses basiques. C'est ce que je voulais dire parce que, ok, tu vas voir ce même parent là que tu vas dire là, la mentalité en arrière. Les enfants ont le téléphone. Donc les enfants vont déjà sur TikTok, ils vont déjà sur Instagram, ils vont déjà... Si tu as peur de tous les dangers là-bas, pourquoi tu les donnes le téléphone? Mais si tu les as donné le téléphone et qu'à la fin ils n'arrivent pas à avoir des skills, quand je parle vraiment des basic skills, like typing, saisir sur Word, je comprends pas comment quelqu'un peut avoir le bac aujourd'hui et honnêtement il ne sait pas saisir. Je parle des parents justement parce que quand un enfant est petit, quand il grandit, il n'a pas conscience de grand-chose. Exactement. C'est à son parent de lui montrer. Tu vas acheter un téléphone à un enfant avant de lui avoir offert un ordinateur. Pour moi, c'est un problème. Moi aussi. Mais là, c'est pas à l'enfant de savoir que c'est telle chose qui est importante pour lui. Qu'est-ce qu'il en sait? Lui, il voit peut-être quelque chose à la télé, il veut ça. Mais est-ce que c'est forcément ce dont il a besoin? C'est à toi, le parent, de savoir que non, mon gars, tu dois lire. Enfin, pour parler de la lecture qui est devenue quelque chose de... je ne veux pas rentrer dans le sujet. Tu dois lire. On te donne un ordinateur. On va contrôler ce que tu fais, mais oui, voilà. Word, saisis un document. Utilise Excel. Excel encore, les gens négligent. En tout cas, je ferme la parenthèse. Word, Excel. Mais tu apprends. Et aujourd'hui, tu n'es même pas obligé de faire ça toi-même. Tu peux avoir acheté un ordinateur à ton enfant, lui donner accès à YouTube. En tout cas, tu télécharges des vidéos sur YouTube. Le propre de notre génération, c'est qu'on apprend vite. Vraiment, tu donnes tout le monde peut être autodidacte. Nous tous, puisqu'on a grandi ensemble. C'est devenu facile. Mais justement, nous, peut-être parce que nous, on s'intéressait particulièrement à ça à l'époque. Mais nous, ce sont des choses que nous, on faisait étant petits. Je me souviens que, c'est vrai qu'on jouait aussi sur les ordinateurs et autres. Mais nous, je me souviens que parfois, on prenait souvent des documents, les choses de l'église et tout. On saisissait, on faisait des trucs. Les émissions comme ça, on faisait des enregistrements radio, on faisait des montages. Bon, tout le monde n'est pas forcément intéressé. Mais comme tu as dit, il y a des choses qui sont incontournables. Le propre des enfants en général quand même, c'est qu'ils sont créatifs. Ils sont curieux. Oui, curieux et créatifs. Ce qui fait que si de la même manière, qui apprend aux enfants à utiliser les réseaux sociaux? Aujourd'hui, c'est un parent, tu vois, il te donne son téléphone pour faire un truc aussi basique que mettre à jour WhatsApp. Qui nous a... Bon, j'ai pas fait une formation pour mettre à jour. On te donne simplement le téléphone et tu apprends. De la même manière, si tu donnes l'ordinateur à un enfant, je t'assure, tu n'as pas besoin de lui donner un prof d'informatique. Il va apprendre tout ce qui est technologie aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dans la nourriture, quand on met des composants, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sur les enfants ont une adaptabilité tellement grande. Ils arrivent vraiment à appréhender cette nouvelle technologie. Donc, pourquoi ne pas le mettre dans l'environnement le plus favorable? Voilà. Donc, tant les parents, et c'est même pas que les enfants, tant les enfants que les parents sont concernés. C'est un travail qu'il faut faire en permanence. Parce que quand tu me dis ça, je me rappelle d'une histoire quand j'étais à Upper Seath. On avait un camarade qui était amoureux d'une autre fille. Elle était francophone. Et parfois, on se retrouvait en salle d'informatique, mélangés durant les temps libres quand il n'y avait pas cours. Et donc, voici, on écrit, on savait qu'elle aime la fille, donc on lui envoie un message. On écrit sur Word, parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet à l'école. On écrit sur Word et on fait disparaître le message. On lui dit, on a envoyé à la fille. Je t'assure, la panique bleue. J'ai jamais vu quelqu'un paniquer comme ça. Parce qu'il était persuadé qu'avec Word, simplement Word, on a pu entrer là. Comme le message a disparu, le message est arrivé. Mais bon, là c'était en 2017. Peut-être je suis déjà vieux. Mais je t'assure qu'il y a encore certains gens qui peuvent penser comme ça aujourd'hui. Et la vérité, c'est que moi, je parle aux jeunes adultes, non, aux vieux ados. Ceux qui sont en train de devenir adultes. Les gars, vous êtes en première, vous êtes en terminale, vous êtes en seconde. Si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, vraiment, je parle des trucs basiques. Parce qu'on est déjà dans un monde où on ne te demande plus Word, on te demande Canva. On ne demande pas forcément à quelqu'un d'aller programmer. Voilà. WhatsApp ou je ne sais pas quel logiciel, pas nécessairement. Mais vraiment, il y a des choses qui sont basiques et qui sont incontournables. Ce sont des compétences. Vraiment, en fait, quand une entreprise recherche même des gens, on ne spécifie même plus ça dans les états parce qu'on estime que c'est censé être un acquis en réalité. Donc, c'est très important. Donc, essayez d'apprendre vraiment ces trucs basiques-là. Excel, d'apprendre Word, créer des comptes email, des mails. Je trouve pas normal que quand les gens s'enrôlent à l'université, vous allez là-bas en Guayaquil et les gens vous créent les mails.
Si quelqu'un te crée le mail, il a trop de pouvoir sur toi. Il se rend même pas compte de l'important. On lui crée une adresse mail et il ne demande même pas l'adresse et le mot de passe. Il n'est même pas conscient qu'il a une adresse mail. Tu vois, tu dis, non mais quand même c'est chaud. Non mais il faut que les gens fassent beaucoup plus d'efforts à ce niveau-là. C'est très important. Ouais, parce qu'on réclame la numérisation, mais après, si on commence à numériser, plusieurs jeunes seront encore à la traîne. Donc, il faut se mettre à la page. Mais surtout, comme j'ai dit, le monde professionnel devient de plus en plus exigeant. Et c'est un monde de compétences. Et c'est un monde où on parle aujourd'hui des métiers qui sont menacés. Des métiers comme traducteur, des métiers comme... Donc, il y a des métiers qui sont menacés. Et toi, tu penses que tu as tout le temps devant toi. Détrompe-toi. Tu n'as pas tout le temps devant toi. Pendant que tu perds le temps, il y a quelqu'un de plus compétent qui est en train de se positionner. Bon. Non, bien sûr, il y a absolument pas le temps. Surtout pour ceux qui sont dans mon domaine. Donc là, je vais pas là moi-même. Dans l'informatique, vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, il faut toujours rechercher, toujours travailler. Moi, mon leitmotiv, c'est toujours... En fait, mon leitmotiv, c'est cultiver l'obsolescence permanente. Mm-hmm. Il faut que tu t'arranges toujours à ce que ton toi d'aujourd'hui soit moins bon que ton toi de demain. Oui, exactement. Moi, c'est ce qui me motive et moi, c'est la chose que je peux dire pour encourager d'abord ceux de mon domaine qui sont surtout conseillés maintenant, même au sens plus large, tous les jeunes d'aujourd'hui en ce qui concerne la vulgarisation du numérique. Après, je pense que c'est pour ça que peut-être les aînés comme nous, aujourd'hui je suis d'un aîné, je savais pas que j'allais être l'aîné de quelqu'un. Ah, ça dit, je savais pas que j'allais être l'aîné de quelqu'un un jour. Mais on doit peut-être faire plus d'efforts de conseiller nos petits qui dorment. Parfois je me dis, si je pouvais conseiller mon moi d'il y a 5 ans ou 6 ans, je pense que j'aurais plus eu certaines facilités ici ou certaines facilités là-bas. Mais de l'autre côté aussi, il faut que le système éducatif commence à former vraiment des gens qui sont prêts à servir. Peut-être il faut commencer à faire les stages, peut-être, je sais pas. Mais il faut aussi il faut qu'il libère les étudiants. Peut-être quand on sort au Cameroun, quand tu as le bac, tu te dis toujours que je suis quelqu'un qui apprend mais qui n'a rien à donner. Et peut-être c'est parce qu'on forme aussi des élèves qui n'ont rien à donner, qui ont encore à apprendre. Mais je pense qu'on doit commencer à insérer ça dans la tête des enfants. Que demain, vous avez le bac. Demain, il faut déjà vous mettre en tête que vous devez travailler, pas que vous pouvez travailler. Vous pouvez faire le stage même étant au niveau 1. Et pour ça, il faut que vous sachiez comment on écrit une lettre de recommandation. Il faut savoir comment on fait un CV, ce qu'on met dans un CV, etc. Malheureusement, moi, je ne sais pas pour toi, moi, j'ai pas appris ça au collège. Toi, je ne sais pas si tu as appris à faire un CV au collège ou à écrire une lettre de motivation au collège. J'ai pas appris ça au collège. Moi, ce sont des choses et jusqu'ici, je connais personne qui a appris ça, qui a appris à faire ça au collège. Est-ce que ça s'apprend à l'école? Ça devrait. Bon, c'est sûr que notre système éducatif a ses problèmes aussi. Il a ses problèmes. La formation qui est beaucoup plus axée théorie, elle n'est pas assez pratique. Elle ne fournit pas vraiment des gens qui sont prêts à l'emploi, comme je dis. Donc, il y a des choses à revoir aussi. Mais je pense qu'il y a surtout un problème de recherche personnelle. C'est surtout là que ça se passe. Oui, en fait, je voulais le dire dans le sens de awareness. Dès que tu es conscient, quelqu'un a dit quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et je crois que ce qu'il voulait dire simplement, c'est que quand tu sais que tu as un problème, il y a un danger qui te guette, automatiquement, tu ne vas pas te comporter comme celui qui n'est pas au courant. Donc, quand tu sais que pendant que tu perds ton temps, il y a quand même des jeunes là qui se démarquent. Et toi, tu es en train d'être en retard. Peut-être tu vas te dire, ok, il faut que je sois plus conscient. C'est bien de danser sur TikTok. On ne va pas te dire de ne pas danser. Mais ok, tu sais tourner les fesses. Tu ne sais pas tourner les doigts sur le clavier. C'est un problème. Faut pas me lancer sur le sujet là. Ça, on va parler de ça un autre jour. Parce que si je commence, on va pas sortir. On va justement parler de ça un autre jour. Merci Divan d'être venu. Merci de m'avoir invité. J'attends la prochaine invitation. Ok.